Normalement, vous devriez voir mon écran et la présentation, si je ne me suis Ouais, pas trompé. on la voit très bien. Super. Donc effectivement, un peu comme vous, j'ai lu ce fameux recueil, donc j'ai peut-être pas les réponses à tout. J'ai essayé de Ouais, dégrossir au mieux ce que j'ai compris, donc si déjà je peux apporter quand même des premiers éléments pour un peu poser le contexte, le périmètre de ce dont on parle. ouais, Mais après parfait. l'attente que vous en avez, c'est pas une enfin c'est une maîtrise, experte ou c'est un peu une découverte un petit peu et se l'approprier? Ouais, je pense que dans un premier temps, tu vois, c'est plutôt, pas forcément une maîtrise experte, justement, plutôt s'approprier les enjeux, tu vois, autour des fonds de dotation, tu vois, dans les questions qu'on avait, c'était plutôt, voilà, comprendre les différents outils avec les enfin, comprendre les différences avec les autres outils, tu vois? Tout ce qui était asso, Mmh. fondation reconnue d'utilité publique et cetera. Tu vois, comment est-ce que ça Ouais. s'articule avec d'autres structures, tu vois, les holdings, et cetera, les associations. Mmh. Savoir un peu quand est-ce que ça peut être pertinent ou pas, tu vois, pour un client de le faire. Heu, Tu vois, un peu les étapes de création aussi d'un fonds de notation, tu vois? Si tu pars de zéro, tu dis: «Bah, voilà, j'ai envie de faire ça, comment?» Tu vois, c'est un Ouais. peu c'est quoi le process pour y arriver? Les coûts, obligations annuelles aussi, tu vois? Genre un peu en fait, heu, en qu'est-ce que ça implique? Parfait. On est Voilà, un pile peu dans le tout thème, ça, tu vois? du coup. Bon, bah, écoute, C'est parfait. parfait. Bon, je vais passer rapidement. Donc, tout ce que vous verrez, c'est tout simplement la synthèse du recueil que j'ai lu, hein, qui est la version du coup de 90 pages. Donc, vous retrouverez Ouais, des éléments. Et ils avaient commencé par ça. J'aimais bien l'idée un petit peu de partir d'une idée où, en fait, visiblement, c'est parti un petit peu aux États-Unis, où tu as un homme à un moment donné qui, en 1989, a dit quand on est riche et qu'on ne dédie pas une partie de sa richesse à des causes philanthropiques, on part du principe quand même que on est passé à côté de quelque chose. Donc, en fait, ça a démarré un petit peu là-bas. Et côté français, c'est en fait par rapport au Louvre, qui avait pour, la petite histoire avec le Qatar, de mémoire sur la lecture du document, qui avait fait un projet où ils attendaient 400 millions d'euros du Qatar et donc ils ont manifesté le besoin de créer un organisme qui avait une vocation non lucrative et donc il y a eu une réponse qui a été faite juridique après en 2008 où là, le statut de fonds de dotation a vu le jour. Donc en fait, tout est parti de là et donc on va le voir, un fonds de dotation dans ses caractéristiques très générales, c'est allier souplesse, simplicité. Toujours dans un but d'intérêt général, puisque c'est la motivation de base et en contrepartie de cette motivation-là, on a des leviers fiscaux qui viennent du coup derrière solliciter, en tout cas encourager le dispositif. Vraiment dans les très grandes lignes et après oui, on va rentrer dans le détail dedans. Et vraiment, c'est des questions, vous m'arrêtez, hein, n'hésitez absolument pas. Je vous ai fait un petit peu un paysage, mais tu as repris les notions clés de la manière aujourd'hui en France juridique de pouvoir en face de cette intention de pensée collective, de comment on peut apporter ce cadre juridique en face pour structurer les projets. Et donc effectivement, on va retrouver donc les associations, ce qu'ils appellent les FRUP, fondations reconnues d'utilité publique, les fondations abritées, je ne sais pas si ça vous en aviez entendu parler, par une fondation, du coup une FRUP, oui. fondation Ah moi, c d'entreprise et fondation du coup là, en l'occurrence aujourd'hui, le fonds de dotation. Donc là, en tout cas, la présentation est que sur le FDD. Après, je vais parler en acronyme pour synthétiser. Mais après, si plus tard, il y a peut-être un besoin de voir les autres outils, pourquoi pas? Après, on va voir en fonction des retours et ce que vous pensez déjà de la première mouture. ça marche. Je vous ai mis ce plan-là, s'il vous convient, j'espère, parce que sinon j'ai pas prévu de le remanier en tout cas. Mais, on est sur effectivement déjà, c'est quoi le fonds de dotation, pardon, pour qui, pourquoi? Comme tu l'as dit, ça, c'est surtout, l'idée qui part. Maintenant, comment on structure cette idée? Et on va voir que ça passe par des statuts. Je vais essayer un petit peu de faire des analogies où je vais essayer chaque fois un peu de ramener ça au monde, des sociétés commerciales où tout le point de départ, c'est une idée, ce qu'on appelle l'affectio societatis, le fait de faire une chose en commun ensemble et après comment on traduit ce besoin dans des statuts et c'est ça qui va donner l'existence de la personne morale au fond. C'est vraiment comme une société en fait, par analogie et derrière, on va voir tous les organes de gouvernance, donc comme une société, surtout sur des sociétés anonymes, où on va retrouver du coup un conseil d'administration, des comités et cetera. C'est vraiment par analogie le même mécanisme. Maintenant, comment ça s'articule pour en tout cas pour le fonds de dotation. Ensuite, on voit les différentes activités et donc on va rentrer dans le détail de ce que c'est en fait, un FDD opérateur, distributeur et cetera. Ce qu'on appelle la dotation et surtout la notion d'intérêt général. Comment on la caractérise bien pour pas être à côté, en tout cas du sujet et peut-être perdre des avantages fiscaux et cetera. Et tu me l'as dit tout à l'heure, mais la gestion comptable, fiscale et humaine que ça induit de faire ça. Et on termine par, entre guillemets, c'est tout ce qu'ils appellent les levées de fonds, les modalités pour récupérer de l'argent pour les projets, comment on peut investir et surtout, on va le voir après, est-ce que peut-être à un moment, on n'arrive pas à la limite de l'outil qui est le FDD et potentiellement de le transformer, de le faire évoluer en FRUP, du coup,
qui est le fonds, en tout cas la fondation reconnue d'utilité publique. Donc on va voir en fait qu'à un moment donné, si je fais un peu une grande synthèse, le sentiment que j'ai eu en lisant le document, c'est qu'un fonds de dotation, c'est un peu comme une entreprise individuelle, c'est le pied à l'étrier. À un moment donné, on va se heurter à des limites structurelles ou de besoins financiers, et donc on va faire évoluer la structure plutôt vers une fondation, du coup, donc FRUP. Et donc, comment on fait pour avoir cette passation-là qui est faite, comme une entreprise individuelle qui est transformée en société? Si je vous parais clair, vous me dites. Donc, notre cher fonds de dotation peut être créé par une personne physique ou plusieurs, et personne morale. Ce qu'il faut avoir en tête dans les personnes morales, ça peut être des entités à but donc non lucratif, et donc on retrouve les associations, écoles, musées, etc. Ça peut être un groupement d'entreprises. Donc ça va être un des premiers points différenciants, c'est que la fondation d'entreprise ne peut être créée que par l'entreprise. On ne peut pas avoir un groupement d'entreprises. Donc, si dès le départ, vous avez plusieurs entreprises qui ont un but commun, ça ne sera pas la fondation d'entreprise, ça sera à minima le fonds de dotation. Donc, c'est vraiment dans le but ensemble pour une cause, donc le fameux affectio societatis, quelque part, si je fais un peu une analogie. Donc, l'entreprise, ça peut être aussi une entreprise pardon, qui veut y loger des activités de mécénat ou déployer des actions à impact sociétal, qui veut faire un fonds de dotation, ou tout simplement des particuliers, en fait. Ça peut être des grosses fortunes ou des personnes peut-être avec des revenus plus modestes qui veulent, à leur échelle, contribuer à cet intérêt général. Et après, on le verra, il y a ce qu'on appelle les appels d'offres, en tout cas à générosité. Et donc, on va ouvrir, entre guillemets, on va ouvrir la vanne pour collecter de l'argent et justement, les particuliers pourront venir abonder pour permettre, en tout cas, au fonds de prendre de la richesse pour après la réemployer. Et ça, je vais y venir un petit peu après. Et typiquement, tu vois, du coup, tu pourrais très bien créer un fonds de dotation avec, une personne, tu vois, particulier avec, sa holding, tu vois? Et en gros que les 2 viennent Exactement. contribuer de chaque côté, OK, au fonds de dotation. Exactement. Ce qu'on va voir après, pour peut-être aller un peu plus loin sur ta question et d'anticiper, c'est, ce que l'entreprise qui a des parts, dans dans le fonds de dotation, si elle est majoritaire, est-ce que c'est toujours considéré comme avec un objectif d'intérêt général ou est-ce que c'est pas ses fins personnelles? Et après, on verra qu'il y a des tolérances où même si l'argent du fonds remonte dans une association, par exemple, ou dans l'entreprise, si derrière l'argent est bien redistribué à terme dans un intérêt général, ça sera quand même bon fiscalement. Tout ça, on va le voir. Donc, pourquoi créer ce fameux FDD? Cette fameuse simplicité, on va le voir après, la souplesse, surtout la capacité de donner et de recevoir. Et surtout le fait que derrière, on veut garder un petit peu un certain contrôle et le devenir du fond. Un peu comme toute société, quand on a une vision et qu'on développe une idée, on aimerait faire en sorte qu'on en garde le contrôle, puisque c'est quand même notre bébé, et que derrière, peut-être même essayer de se dire, le jour où je serai plus là, comment je peux donner encore une existence, une continuité à mon idée. Et donc le FDD permet de cocher cette case-là. Et donc chaque fois, je vous ai mis un peu des petites remarques. Donc contrairement au fonds de dotation, le FDD, il peut faire appel donc à la générosité du public. Là où je disais, on ouvre la vanne pour collecter du cash, par exemple. On verra que ça peut être du cash, ça peut être en nature, ça peut être par exemple des biens patrimoniaux, ça peut être même de la compétence. On verra que par exemple une entreprise peut, sur un temps de travail, dire j'affecte en tout cas mon unité salariale pour qu'elle vienne aider dans un intérêt général. Donc c'est en tout cas un apport de compétences et ça compte en tout cas comme une valeur économique. Mais par contre, le FDD ne peut absolument pas recevoir des fonds du public. Pour être bien clair, on est vraiment tourné sur le spectre privé et pas sur des institutions. Ouais, quand tu dis fonds publics, c'est, de l'État ou des collectivités, quoi? Exactement, c'est ça. Pas de subvention pour être plus clair. Ouais. Donc maintenant qu'on a, cette idée de départ qui est faire quelque chose ensemble ou tout seul, pour structurer et encadrer cette idée, on passe forcément par les statuts, comme pour une société. Et par rapport à ces statuts, là où c'est intéressant, c'est qu'on a quand même une certaine liberté, un peu comme les statuts d'une SAS. On va pas être assez confronté comme une SARL à des clauses d'ordre public où on peut pas trop en tout cas, y déroger. Mais on fera un peu ce qui nous plaît, mais il y aura quand même toujours des notions et clés, ce qu'ils appellent essentielles, pour encadrer et donner quand même, une ligne de conduite. Donc il y a forcément une durée de vie du fonds, comme une société, hein, 99 ans et après on les proroge. Le point de départ, c'est surtout l'objet. Là, par contre, où vous serez attendu, c'est qu'il demande une rédaction en détail de l'objet. J'ai mis entre parenthèses quelques éléments qu'on va développer après, hein. C'est pour ça que ça ne va pas vous parler là de suite. Ce qu'ils appellent les opérateurs, bénéficiaires, les moyens, et cetera. En fait, il va falloir vraiment raconter l'histoire de pourquoi on le fait, comment on le fait, les moyens qu'on va se donner pour le faire. Tout ça doit figurer dans l'objet, en tout cas dans l'objet social du fonds.
Ensuite, on verra, les organes, les instances de compétences, dont par exemple, notamment le conseil d'administration. Tout ça doit figurer dans les statuts, on va le voir. L'existence de ce qu'ils appellent même un comité d'investissement consultatif. Dès lors que vous allez avoir une dotation qui est supérieure à 1 000 000, vous devrez avoir ce comité d'investissement. Je le redévelopperai après, mais je vais quand même en parler un peu là, qui a pour but de venir un peu avec une vision expert, conseiller le conseil d'administration, pousser de la data pour dire voilà comment on ferait les choses compte tenu des éléments qui sont les nôtres. Et après, le conseil d'administration, en prenant en compte ces paramètres-là, en tout cas avec sa gouvernance, valide ou invalide en tout cas les mesures recommandées. Un point qui est important, je fais un peu l'analogie, il recommande dans la note de faire un règlement intérieur, un peu par analogie comme un pacte d'associés. On vient mettre dans les statuts le squelette qui est le dur, ce qui va être, enfin du moins le plus immuable possible. Mais derrière, il y a quand même la vie du fonds, comme la vie de la société, et c'est le pacte d'associés qui vient un petit peu apporter ces règles supplémentaires qui peuvent changer régulièrement. Donc, on va plutôt changer un pacte d'associés que repasser par des statuts et par un enregistrement au greffe. Donc, on garde une certaine, en tout cas, latitude. Et donc, c'est la même chose. Il recommande de faire un règlement intérieur pour fixer les règles de vie du fonds. Et donc, on le verra, par exemple, plus tard, vous aurez d'autres comités qui sont facultatifs, qu'on peut indiquer dans le règlement. Vous pourrez même avoir des comités de qualité, ce qu'ils appellent, être sûr que l'humain est respecté, etc. Enfin, je prends par exemple sur les critères ESG, même si je connais les limites, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, vous êtes bien plus calé que moi sur la question. Je n'ouvre pas cette porte-là, ne me sautez pas dessus sur les critères ESG, mais du coup, en tout cas, ils en parlent dans le document. Un point qui est important, pour que la société existe, je fais toujours l'analogie, hein, ne m'en voulez pas, c'est pour la bonne comparaison. Comme pour une société, tout part du capital social. Donc, c'est la mise de départ, pour parler en clair en français. Donc, la dotation initiale, comme pour le capital social avec une société, la dotation initiale, c'est le capital au démarrage pour qu'elle fonctionne. Le FDD, 15 000 €. On verra plus tard que, par exemple, si vous faites une asso, si vous faites une FRUP, c'est plutôt 150 000. FRUP, pardon, c'est 1,5 million. Une asso 150 par exemple. Donc après, on va voir qu'il y a des notions aussi d'échelle de projet et c'est ça qui va peut-être faire aussi qu'à un moment donné, on plafonne sur l'outil. D'où là où je disais au début, c'est un peu pour moi comme une entreprise individuelle. On commence avec une idée, mais si l'idée elle prend, peut-être qu'à un moment, on est limité par l'outil et on l'adapte. Mais en tout cas, pour démarrer, 15 000 €. On le verra après, ce que j'appelle le totalement consomptible ou partiellement. Mais en fait, cette dotation, c'est donc comme le capital social, mais après, si c'est consomptible, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cet argent-là du capital pour le placer dans l'objectif qu'on s'est donné, dans le but que l'on vise. Si ce n'est pas consomptible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y toucher, on peut le placer, le sécuriser, et sur les intérêts qu'il va générer, ce sont les intérêts que l'on va réemployer dans la mission qu'on s'est donnée. Mais ça, après, je vais y revenir. Donc, un point qui est important, si on ne précise pas dans nos statuts cette notion de dotation consomptible ou pas, la règle par défaut, elle part du principe que c'est pas consomptible. Donc, on ne peut pas la réutiliser, on ne peut que la placer et en tout cas, utiliser et vivre sur les intérêts, si je puis dire en termes clairs. Ça va là-dessus? Vous me dites? Ça va sur l'approche, la diction? Vous me dites, hein, si jamais. Pareil, comme pour des statuts, il peut y avoir des évolutions statutaires, donc ça demande d'indiquer l'organe compétent ou la personne habilitée pour la modification. Vous voyez, ça fait vraiment analogie avec une société, hein, quelque part, hein. Les règles de quorum et surtout un point, c'est, dans les 3 mois qui suivent la modification, on doit indiquer à la préfecture du siège social la modification et surtout, on doit indiquer tous les changements. Si un des changements n'est pas indiqué, ça compte pas. Voilà, sur ça, j'ai pas plus de choses à dire. Après, on pourra le voir, mais sur les règles de quorum, enfin, s'il y a besoin, je peux rentrer dedans. Mais soit ça va être des décisions à l'unanimité, à la règle des 2 tiers, après on fixe, du coup, cette règle de quorum. Point important, par contre, vous avez des instances, donc les organes compétents, ils sont obligatoires. Conseil d'administration, c'est lui qui entérine toutes les décisions stratégiques majeures. Au démarrage, vous avez obligatoirement 3 membres qui sont nommés par le ou les fondateurs avec la désignation d'un président. Le président peut être inclus dans les 3 membres pardon, du conseil d'administration. Ça, c'est pour le démarrage. Après, il peut y en avoir plus, etc. Mais vraiment 3 à l'origine, comme une ESCI qui veut 2 associés à l'origine. Même si ce n'est pas exactement ça, mais c'est pour faire une comparaison.
Donc, ce conseil, pardon, est en charge de la conduite des activités courantes du fonds. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est lui qui prend toutes les décisions stratégiques majeures, pour parler bien en français en clair. Et il définit la politique d'investissement. Donc, c'est bien lui qui dresse une politique, qui entérine les décisions, et on le verra après, il sera quand même conseillé par le comité d'investissement consultatif, pardon. Mais quand bien même, c'est eux qui entérinent les décisions. En tout cas, l'autre copiné intervient en tant qu'expert, en tant que consultant, pour être bien clair. Et donc, le point qui est important dans nos statuts, c'est qu'ils attendent une rédaction où il y a une répartition des rôles de chacun. On doit impérativement indiquer le conseil d'administration dans les statuts et son rôle. Pour le reste, si on a le comité d'investissement, on verra après ce qu'on appelle les comités éthiques stratégiques. Ils n'ont pas obligation d'y figurer. Par contre, on va recommander vivement de faire un renvoi au règlement intérieur, que derrière, on règle bien et on définisse bien les rôles de chacun. Mais par contre, conseil d'administration impérativement dans les statuts. Tout le reste, on peut le mettre dans le règlement intérieur. Notre cher comité d'investissement, bon, mais je vais un peu paraphraser ce que j'ai dit, ne m'en voulez pas. Au-delà de 1 million d'euros de dotation, il le faut, c'est obligatoire. Eux, ils ont vraiment un rôle consultatif dans la politique d'investissement qui est dressée par le conseil d'administration. Et donc, le conseil peut ou ne pas suivre les recommandations. Les membres, par contre, ça c'est un point important. Si vous êtes dans le conseil d'administration, vous n'êtes pas dans le comité d'investissement. Il y a vraiment une impartialité, en tout cas une séparation des choses. Et les personnes désignées, on part quand même du principe que si c'est un consultant, il a quand même une expérience et une expertise dans le domaine. Sinon, je ne suis pas sûr qu'on peut appeler ça vraiment un consultant. Et ce qu'il recommande, c'est quand même d'avoir un renouvellement des membres et d'une durée dans les statuts. Alors, il donne une règle à prendre, à ne pas prendre, qui est entre 3 et 4 ans, où ils invitent, en tout cas tous les 3-4 ans, à renouveler les membres présents dans le comité d'investissement consultatif. C'est bon pour vous? Vous me dites, hein, si question, pas de question. S'il n'y en a pas, je pars du principe que tout est bon, sinon vraiment, prenez la parole. Et on arrive sur, en tout cas, les instances qui sont facultatives. On va retrouver donc notre fameux comité d'honneur. Ça va être formé, je trouvais ça très intéressant en le découvrant, par des donateurs ou des mécènes qui, en plus de donner, veulent aussi prendre part dans le projet et avoir un rôle à jouer dans le FDD. Donc en fait, vous pouvez carrément créer ce comité en disant qu'en plus de donner, vous prenez part et vous êtes un élément clé, en tout cas, du projet. Donc ça peut se faire. Comité scientifique, on va être plutôt sur, en tout cas, conseiller le conseil d'administration. Alors, pas pour être un consultant sur la manière d'investir, mais sur la manière de présélectionner les projets. Donc la nuance est très fine, hein, je ne l'ai pas vu forcément, mais en tout cas, c'est écrit comme ça. Où je pense qu'à un moment donné, le conseil d'administration n'a pas le temps pour tout faire et on va venir un petit peu segmenter et décortiquer les choses, où vous avez ce comité scientifique qui présélectionne les projets sérieux à financer et donc après, dans un deuxième temps, ils sont soumis au comité administratif. Comité éthique, beh, tout simplement, c'est assurer, veiller à la mise en place et au respect des chartes, par exemple RSE, les procédures, et cetera. Donc ils sont vraiment là pour bien être sûrs que tout se passe de la bonne manière. Et enfin, le comité stratégique, c'est plutôt sur des personnes qualifiées pour réfléchir sur une stratégie, très long terme. Mais vraiment, vous voyez, ou moi, ce que j'en ai compris et c'est ce que je vous ai mis dans la remarque, ce qu'ils appellent donc la comitologie, l'ensemble de ces, comités-là, c'est permettre au conseil d'administration de s'entourer et de nourrir sa réflexion et peut-être même à un moment de déléguer certaines choses, je pense. Parce que quand on arrive sur des grosses structures qui deviennent, peut-être pas des usines à gaz, mais qui ont quand même un certain poids, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et donc, on vient un petit peu comme avec des sociétés anonymes, avoir un conseil d'administration, un petit peu séparer les choses et qui fait quoi et le rôle de chacun. Et donc, sachez qu'on peut faire un petit peu toutes ces choses-là. La comitologie, là, que ça soit celle qui est facultative ou même avant la conseil d'administration de comité d'investissement, est-ce que tu sais s'il y a moyen de rémunérer du coup les participants, tu vois, à ces comités-là? Parce que j'imagine qu'à Alors, partir d'un certain. je vois un point. Dommage. Je pensais que c'était la slide d'après. Je vais te répondre du coup. Alors, on va le voir après, c'est qu'il va y avoir une notion dans l'intérêt général, du coup je reviens en arrière, pardon, et te répondre, qui va être le bénévolat. Par contre, on va tolérer de rémunérer, donc je te dis de mémoire, mais je ne pense pas me tromper, jusqu'à 4 membres dans la limite de 4 passes. Donc 4 passes, je vais vous le dire du coup, parce que c'est 47 100 €. Je vais quand même vous faire le calcul.
On pourrait les rémunérer jusqu'à 188 400 €. Pas mal, hein, quand même, hein. Pas mal. Mais voilà, effectivement, il va y avoir une tolérance où on peut rémunérer quand même certains éléments clés, oui, du coup, dans le fonctionnement et la vie du fonds. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie pour comprendre un petit peu de ce dont on parle ou est-ce que ça répond à ce que vous attendez pour le moment? Je regarde aussi les questions, tu vois, qu'on avait fait, que j'avais reçues au préalable. Gouvernance arrêté, application annuelle, ça on va y revoir, OK. Ouais, si peut-être revenir sur un truc, en gros, tu me Mmh. disais tout à l'heure là sur la partie, hem, mince, comment on appelle ça? Les taux Création, tu rémunère? sais, tu disais, 15 000 €, tu sais, il faut minimum 15 000 € de dotation du coup pour lancer un FDD, Oui, et en revanche, tu as une FRUP, c'était 1,5 million si je me souviens bien. oui. Enfin, ouais, c'est ça, et après, est-ce que ça paraît pas un peu, tu vois, enfin, je sais pas, lancer un fonds de dotation, tu vois, avec, un conseil d'administration minimum et cetera pour 15 000 €, ça paraît quand même un peu léger, tu vois? Je me dis, enfin, Bah, tu vois, si je te fais un est-ce que tu as pas parallèle, est-ce que tu créerais une SCI pour, 1 €? Du ouais, coup, c'est ça, mais on est d'accord, mais oui. mais en gros, du coup, tu vois, c'est un peu, est-ce que tu as vu dans le doc ou tu vois, est-ce que tu as un peu, un historique de à partir de quel montant ça devient vraiment intéressant, tu vois, d'avoir un fonds de dotation, tu vois, Alors, OK, je comprends. Alors ta question, c'est à quel moment, selon la dotation, on peut alors, on va se comprendre même si le terme est pas bon, est-ce qu'il y a un seuil Ouais, de rentabilité? ouais, un peu, enfin, Je n'ai pas eu cette information-là dans le recueil, OK. en tout cas. Maintenant, après, ce qu'on va voir, et ça va répondre peut-être à ta question indirectement, je me suis intéressé, on va le voir après, alors du coup, je vais répondre que maintenant, ce qu'on appelle les FDD opérateurs et redistributeurs. En fait, les opérateurs, c'est, alors j'ai un doute. Alors j'ai le redistributeur, c'est je prends l'argent et je le reverse. Ouais, Que l'opérateur, c'est qui va mener une politique, entre guillemets, c'est lui qui va driver un petit peu les projets. Donc si tu fais ça, tu auras forcément des équipes opérationnelles internalisées OK. et donc des coûts, des frais. Et donc il disait en fait que dans la pratique, il y avait à peu près 80 plutôt de FDD redistributeurs qui sont juste là pour prendre l'argent et le reventiler sur des projets derrière. Donc indirectement, je pense qu'aussi dans ta question, il y a ce côté un peu charge de structurelle, où si tu crées pour moi, tu es juste là pour avoir entre guillemets «une étiquette identifiable» par rapport à ton projet, hein, quand je dis ça, c'est absolument pas dans le sens péjoratif, hein. Je collecte, je redistribue. Je pense que ça sera beaucoup plus facile à mettre en place, parce qu'après le conseil d'administration, si tu te rémunères pas, ça va. Mais si tu commences à te rémunérer, en fait, pour moi, tu n'auras que le coût des statuts quelque part et le temps humain que tu vas prendre personnellement. Mais si tu commences à rémunérer, que tu as des équipes opérationnelles et cetera, oui, je te rejoins, c'est pas pour 15 000 € qu'on va faire ça, hein. Sinon, je vois pas en tout cas si tu payes quelqu'un 180 000 € et que ta dotation c'est 15 000, enfin, je suis quand même bon en maths, les calculs, ils ne sont pas bons, quoi. Mais on est d'accord où je pense qu'il y a quand même un sérieux de projet derrière. Surtout, on va le voir peut-être selon le projet, le besoin de cash ou pas. Et c'est ça OK. peut-être qui va faire la réponse. Vas-y, je te laisse avancer. Donc parfait, j'ai mon opérateur qui va m'aider pour bien vous répondre. Bon, le FDD, on l'a compris, c'est surtout dans un objet d'intérêt général. Donc comment il peut, clairement réaliser ses activités? On va voir qu'il y a plusieurs manières, il y a plusieurs activités. Opérateur, c'est donc effectivement où lui-même fait les missions, donc là je me suis pas trompé. Ou alors, il soutient, si c'est un redistributeur, simplement, il fait office un petit peu de banque, hein, de caisse, hein, et il refinance des structures qui, elles, sont opératrices ou mixtes. Et très souvent, ce qu'on va voir, c'est une association qui est opératrice, et elle fait, qui a les structures, qui a les subventions de l'État pour tenir, et venir à ta question. Et simplement, le FDD, c'est le cash, c'est la cash box. Et derrière, en fait, c'est eux qui viennent financer les projets, mais le côté opérationnel dur, structurel est porté par l'association. Là, pour te répondre, oui, c'est ce qui est habituellement fait. Ou derrière, parce qu'en fait, le problème, c'est que comme c'est pas subventionné, le FDD, si tu as des frais inhérents, tu peux pas les supporter, à part avec le mécénat. Et donc, c'est là où l'association vient me pallier avec ce côté subventionné, aide, etc. Et le côté un peu cash box du FDD qui, là, lui, pour capter un flux et venir financer derrière dans un second temps, si je vous parais clair. Après le FDD, il peut être capitalisant ou de flux. C'est là où on va arriver sur cette notion de dotation consomptible ou pas. Et je vous en avais un petit peu parlé. C'est que si la dotation, elle est non consomptible, et je suis désolé pour la petite faute, je viens de voir le M qui s'est glissé, heu, seuls les revenus sont utilisés. Si par contre la dotation, elle est consomptible, là, on peut directement piocher dedans pour venir alimenter peut-être les associations et leur donner du cash.
Et la notion mixte, vous vous en doutez, c'est qu'on est à la fois un petit peu opérateur et ou redistributeur, et peut-être à capitalisation, un petit peu de flux. On fait un petit peu un mix de tout. Donc ça, c'est possible de le faire. Et comme je te disais, tu vois, être un fonds opérateur en remarque, ça suppose des charges de fonctionnement. Donc ce poids, cette lourdeur-là, si derrière tu as pas les reins pour la supporter, tu tiendras pas longtemps, quoi. Et c'est pour ça que je vous ai mis après la stat où il disait que la majorité des fonds, quasiment 80%, c'est des cash box. Ce qui fait sens, je trouve, derrière. On capte un flux, on dresse en tout cas des personnes expertes pour venir porter un projet et on alimente les associations qui sont en attente de financement. Moi, je trouve que l'histoire a du sens. Et donc cette fameuse, non-consomptibilité, je viens de vous l'expliquer là, mais en fait, surtout, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on dit qu'une dotation, donc, si elle est non consomptible, donc je ne peux en tout cas utiliser que les intérêts, les produits que je crée en plaçant la dotation, ça veut dire que quelque part, il faut que la dotation, elle soit quand même assez costaud, parce que si j'utilise que des intérêts, si ça représente 5 je ne sais pas, voilà, quel est le projet derrière, mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait une dotation assez conséquente derrière. Ça peut être fait surtout, pour donner un petit peu de sens à ça, pour sécuriser un actif. Et il prenait des exemples où il disait que, par exemple, on peut faire après plus tard des dotations en nature. Donc si j'apporte une église, par exemple, un bien, beh, forcément, je peux, à part si j'affecte le bien pour une asso, oui. Mais si derrière je place le bien et sur les revenus que génère le bien, j'utilise l'argent pour financer des produits, là, ça fait sens. Donc on peut très bien dire effectivement que certaines catégories de dotation ou de biens peuvent être non consomptibles ou au contraire consomptibles. Peut-être pour articuler, selon la nature de la dotation, ce qu'on veut en faire. Et un point important, si jamais, quand on dit, non consomptible, donc je ne peux pas l'utiliser, heu, je peux la vendre, je peux la monétiser. Donc si j'apporte un bâtiment, j'ai pas le droit de donner le bâtiment à une asso. Par contre, je peux le vendre, re-rendre sa valeur économique, placer l'argent pour toujours donner les intérêts à l'association. Donc on peut quand même vendre la nature de l'actif. Mais après on ne peut pas affecter l'actif, quel qu'il soit, à une asso ou à autre chose, si je vous parais clair. Et donc un point qui est important, il disait qu'il faut prévoir des clauses, d'inaliénabilité dans les statuts pour préserver un actif spécifique notamment. Mais sachez que c'est comme pour les droits en société en France, on ne peut pas prévoir des clauses éternelles, ce qu'on appelle, ou si je fais un petit peu une analogie, quand vous faites une donation d'un bien à vos clients, je pars du principe que tout le monde est CGP, si jamais je me trompe, vous me corrigerez. Si vous conseillez des donations à vos clients en mettant une clause de non-vente, oui, ça a du sens. Mais par contre, généralement, c'est qu'au décès de l'usufruitier, la clause, elle s'arrête, donc elle n'est pas éternelle. Petite remarque, j'en profite si jamais c'est mon côté IP, ne m'en voulez pas. J'ai eu le cas il y a pas longtemps, faites gaffe avec vos clients, si vous mettez des clauses d'inaliénabilité, même si vous faites des donations en PP à vos clients. Parce que ça veut dire que j'ai eu le cas avec un client où le grand-père a donné au petit enfant un terrain en PP pour que l'enfant construise sa RP. On n'est pas à l'abri que demain l'enfant y vende un jour la RP, et donc il peut pas vendre, puisque du coup, clause d'inaliénabilité, même s'il a reçu en PP. Donc il faudrait l'accord du grand-père. Petite parenthèse, je la ferme. OK. Et attends, moi Et vous j'avais une question sur dis-moi, cette pardon. partie-là, tu vois, plutôt, flux. Mmh. Parce qu'en fait, tu peux très bien, du coup, apporter un actif, tu vois, immobilier et du coup, tu pourrais très bien dire les revenus locatifs, du coup, de ce bien servent à alimenter après, du coup, Les les projets. assos. Ouais, les Oui, projets. OK. exactement. Ça veut dire que leur faute de dotation, il peut quasiment avoir une activité, entre guillemets, «commerciale». C'est là où Non, parce que sinon on n'est plus sur, du coup, un but non lucratif, donc on va le voir OK. après. En fait, pour te répondre, c'est ce qu'ils appellent la règle des 4 P. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on appelle le produit, publicité, prix, j'ai plus le dernier, pardon, mais il va me revenir. Enfin, c'est l'approche commerciale que tu es en train de me décrire. OK. Donc effectivement, oui, tu vas avoir quand même une certaine maniabilité dans la manière de piloter, d'organiser le cash que tu as, les produits que tu as pour ventiler et faire un petit peu ta tambouille, pour parler, pardon, un petit peu de manière directe. Mmh. Mais tu es pas dans une approche commerciale pour en dégager un bénéfice. Ouais, OK. Ou du moins, le bénéfice que tu vas en dégager pour être juste, pardon, va être réemployé dans ton intérêt général, pas pour t'enrichir personnellement. Ou là, quand pour moi tu as une notion commerciale, l'affectio societatis, c'est faire ensemble une chose et de partager les bénéfices ou les pertes. C'est là où tu as la fracture entre le monde commercial et le côté un petit peu philanthropique, du moins pour moi. OK. Et en revanche, après, tu pourrais très bien apporter aussi au capital d'un fonds de dotation, tu vois, des parts d'une autre société, tu vois, d'une société commerciale qui et tu vois, Oui, tu peux typiquement, le faire. utiliser les dividendes pour, financer des œuvres.
Exactement. OK. Et après, on va le voir, un point que tu vas avoir, par exemple, c'est que si tu peux avoir un fonds public ou un institutionnel qui entre dans ton FDD. C'est Ouais, pas qu'il met du cash, hein, simplement c'est qu'il vient au conseil d'administration, par exemple. ouais. Mais, en fait, il ne pourra pas être, majoritaire parce qu'en fait, le FDD, on veut de la transparence derrière. Donc si tu commences à mettre des institutionnels, beh, tu sais pas vraiment qui c'est qui est derrière. Donc en OK. fait, c'est pour ça que quand j'ai l'EI, au début, le comparatif, c'est que j'ai vraiment le sentiment que c'est fait pour des projets bien déterminés, d'une certaine échelle, en tout cas, ou un petit peu un pied à l'étrier et que si ça prend et que ça grossit, le sentiment que j'ai eu, vous allez le voir à la fin, hein, vous en ferez votre avis, c'est qu'à un moment donné, tu vas te transformer en fruit. Si vraiment tu as les moyens, le cash, le projet et la structure derrière. OK. Donc c'est pour ça que je vous disais effectivement ce côté un petit peu de consentibilité, tout simplement c'est un peu ce que j'en ai retiré, c'est qu'il faut apprécier les besoins financiers de la structure, dont on parlait des charges opérationnelles et les projets à financer. Parce que si derrière, ta mission, c'est sur une période qui est bien définie, tu peux utiliser par exemple et c'est ce qu'il disait dans le document, tu vas dire qu'elle est consomptible, du coup, la dotation, parce que tu un peu comme, un promoteur, je fais un peu le parallèle où le promoteur, il prend du cash, il fait une levée de fonds et après il lisse par en tout cas, le paiement du capital pour payer petit à petit l'avancée des travaux. C'est un peu la même chose. C'est qu'il disait dans le recueil que tu as un but, tu vas échelonner le besoin de ce but-là et ta dotation que tu as financée, tu vas venir la placer au fur et à mesure de l'avancée de ton projet. C'est pour ça que je faisais un peu le parallèle avec le côté un peu promotion. Et après, tu as surtout, le côté, est-ce que c'est consommateur de cash ou pas, quoi? Parce que si tu as besoin de cash, bloquer ta dotation et ne pas pouvoir l'utiliser, je trouve que c'est un petit peu contradictoire. Donc c'est, je pense, le projet, qui est derrière, la portance du projet et c'est ça qui va définir le cadre juridique derrière. Et après, les statuts. Et un point qui est important pour que vous voyez un petit peu des petits pièges, il disait que, vous placez le cash, on peut avoir des moins-values latentes, hein, sur les placements de cash. Mais il vous disait que tant que, entre guillemets, on ne vend pas, on ne la constate pas. Je suis d'accord, la moins-value, donc il y a pas d'impact. Par contre, il vous disait que si ça s'inscrit de manière durable et que des indices, nous permettent de bien constater cette moins-value de manière durable, on peut considérer et les regarder comme une notion consomptible. Donc ça voudrait dire que quelque part la dotation, elle a été, consommée par la moins-value et si dans les statuts, on dit qu'elle ne devrait pas être normalement consomptible, là, il y a un problème et donc il faudrait que le fonds, très rapidement, renfloue les caisses pour au moins reporter la dotation à sa valeur économique originelle. OK, clair. Ouais, c'est-à-dire que tu as aussi un niveau de risque dans les placements que tu peux faire avec, ton truc, donc Bah, si c'est consomptible ou pas consomptible, tu peux après pas faire n'importe quoi. j'ai pas votre technicité parce que moi je suis sur l'IP, je suis pas sur le côté Ouais, CGP, mais j'imagine que si on fait je fais toujours un peu par analogie, il y a un profil investisseur, il y a une sensibilité, un horizon et après on compose l'allocation d'actifs, quoi. ouais, très clair. Alors on a vu la dotation. Par contre, on va voir qu'il y a ce qu'ils appellent les autres ressources, c'est les sources de revenus, comment prendre du cash. Donc, on a dedans ce qu'ils appellent les produits des activités annexes, puisque j'ai bien dit que le fonds doit être à but non lucratif. Par contre, on peut quand même avoir des activités annexes qui vont ramener du cash, mais ça va être une question de prépondérance. Et donc derrière, tant qu'il y a bien une prépondérance sur le caractère non lucratif, c'est bon. On peut avoir quelques activités qui ramènent un petit peu plus de cash. Par contre, la condition, on va le voir après, c'est sur le côté fiscal, mais j'anticipe. OK pour que tu ailles un petit peu chercher ailleurs du cash, hein, du pognon. Par contre, tu le réutilises pour l'intérêt général. Si tu le prends pour toi, ça fonctionne pas. Ce qui est logique en soi, quand je le dis. Et l'autre manière de faire, on l'a un peu vu, c'est les fameux dons. Donc la fameuse générosité du public et donc on va le voir, un point qui est important, hem, quand on va prendre cet argent-là, est-ce qu'on l'intègre dans la dotation ou pas? Parce que si la dotation après elle est consomptible ou pas, ça va changer la manière de réutiliser l'argent. Et donc ce qu'ils appelaient les autres ressources, c'est les activités annexes n'intègrent pas la dotation. Donc imaginons qu'elle était non consomptible, tous les revenus annexes, je peux les réutiliser. Ils ne sont pas bloqués. Et les dons que je vais recevoir, et c'est ce que je vous ai mis dans la remarque hyper important, les dons, les legs reçus par le fonds, sauf les dons manuels, s'il y a besoin j'explique, lorsque ça émane, donc les dons manuels, lorsqu'ils émanent de la générosité du public, hein, quand on ouvre la vanne. Mais tout ce qui n'est pas dans cette catégorie-là, c'est automatiquement incorporé à la dotation.
Donc, on revient à cette notion de consomptible, pas consomptible. D'où l'importance de bien définir vraiment le projet, la manière de financer le ou les projets. C'est ça qui va nous faire dire dans quelle mesure c'est consomptible ou pas. Et c'est pour ça que dans les statuts, on peut prévoir le curseur entre totalement inconsomptible ou totalement consomptible. Et donc, en fonction des projets, ça, vous voyez où je veux arriver, c'est tant qu'on ne voit pas la ligne d'arrivée, pour moi, c'est très compliqué d'écrire les statuts sur comment on veut financer la chose. Notion d'intérêt général, même si ça peut paraître très clair, je trouve ça intéressant de le lire, donc je vous l'ai mis. Il faut comprendre que ça induit des obligations, avoir une gestion désintéressée, après je vais détailler. Donc ne pas exercer une activité lucrative prépondérante, ce que je vais vous dire tout à l'heure, cette fameuse tolérance, un peu comme une SI à l'IS, on peut faire un peu de meublé. On ne voulait pas, j'aime bien faire les analogies, mais c'est la tolérance. Et par contre, ne pas fonctionner avec un cercle restreint de personnes. Ça, c'est un peu plus flou quand ils ont essayé de l'expliquer, mais c'est clairement, est-ce que c'est fait pour s'enrichir nous ou est-ce que vraiment c'est fait pour le public, quoi? Et avoir vraiment cette dimension collective. Ces 3 conditions que je viens de vous dire sont d'un point de vue fiscal. Si vous ne les respectez pas, vous perdez l'avantage fiscal du mécénat. Donc tant qu'on est, dans ces paramètres-là, tout va bien. Et donc le fonds doit répondre à ces conditions, gestion désintéressée et reverser les revenus des dons et des organismes pour les FDD redistributeurs. Rappelez-vous, le redistributeur, c'est juste une cash box, hein, je prends et je redistribue. Et donc avoir cette fameuse mission d'intérêt général pour les opérateurs et je vais détailler un petit peu après ces 3 notions. Gestion désintéressée, pour eux, en fait, clairement, c'est, la réunion de plusieurs encore conditions, enfin sous-conditions, à titre bénévole, où là, je te disais qu'on n'était pas peut-être sur le caractère commercial. Pardon pour tout à l'heure, j'ai dit 4, c'est 3 administrateurs. J'ai péché, du coup, je me suis trompé un petit peu. Mais on va voir qu'on peut en rémunérer certains. Mais partie du principe que c'est à titre bénévole. Aucune distribution donc commerciale, pas de perception de dividendes, où là, ça sort de l'affectio societatis. C'est tout le cash, c'est, j'ai plus le terme, pardon, je veux dire, c'est un écosystème, mais c'est encapsulé, j'ai plus le mot. On peut rien sortir du FDD pour soi. C'est vraiment un circuit fermé, pardon. Voilà, le temps que ça me revienne. C'est un circuit fermé. Et s'il y a une dissolution du fonds, le boni de liquidation est transmis à un autre fonds ou fondation. Vraiment, on n'est pas là pour s'enrichir, hein. C'est clair et net, hein, dans le guide. Tolérance, on peut rémunérer de 1 à 3 administrateurs jusqu'à 3 passes, pardon, pas 4, du coup. Donc on va être plutôt sur du 140 000 €. 140, 145. Ça ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion. Par contre, et là, il faudra bien après se tourner, c'est ce qu'ils disent, dans le guide, hein, et vous et moi, on n'est pas là pour ça. Après, il y aura des avocats spécialisés en FDD. Faites gaffe à la rédaction des statuts, hein. Il va falloir vraiment bien être clair sur la manière dont ils touchent la rémunération, pourquoi, et vraiment montrer que c'est quand même bien dans l'intérêt du fonds. C'est pas un enrichissement indirect déguisé. Donc on va être hyper vigilant sur la manière et le mot qui est utilisé et donc forcément, l'interprétation du mot. Cette notion de non, lucrativité, pardon, j'en perds mes mots, hem, on l'apprécie sur ce qu'ils appellent la relation privilégiée. Il faut vraiment qu'il y ait une absence de relation privilégiée avec une entreprise. Oui, c'est un peu facile si derrière on fait bosser que son copain, quoi. Donc évidemment, je parie que c'est évident, hein, quand je le dis, mais il le rappelle quand même. Bon, la gestion désintéressée, on l'a vu et de ne pas exercer donc la fameuse, activité des entreprises, donc la fameuse règle des 4 P dont on parlait tout à l'heure, le côté commercial, où je te rejoins et c'était effectivement, publicité, produit. Donc publicité, produit, prix et vraiment je l'ai pas, hein, le 4e, il veut pas revenir. Je vous le dirai si jamais, j'irai le chercher. Hem et donc il disait: «On peut quand même avoir une activité, concurrente entre un petit peu de lucratif, de non lucratif». Et donc comme je vous disais, par contre, le bénéfice pour garder le régime fiscal du mécénat, les activités donc non lucratives restent prépondérantes, c'est évident. Les activités lucratives sont dissociables de l'activité principale, sinon ça marche pas. Donc faut vraiment que ça soit une activité annexe. Et les dons reçus, comme je vous disais, sont bien affectés exclusivement au secteur non lucratif. Enfin, moi, je l'ai interprété comme étant un moyen de venir un autre, canal de source, hein, de sourcing, de rémunération pour financer des projets. Mais il faut clairement pas enfin, il faut comprendre que c'est vraiment fait pour, combler les trous, quoi, pour moi. Je le vois comme ça.
C'est bon pour vous sur ça, je peux passer? Et donc ce fameux cercle, alors j'essaie de le synthétiser, mais vous le verrez dans le guide, le fameux cercle là, ce qu'ils entendent de personnes, c'est en fait, il faut analyser les missions que s'est le fonds. Faut pas être clairement sur, favoriser qu'une chose très définie d'une personne, enfin d'un groupe de personnes très définies, où vraiment on est là pour, il faut pas oublier la question de la, relation non privilégiée avec une entreprise, sinon ça ne fonctionne pas, et apprécier le public auquel ces actions, vont bénéficier. Donc clairement, si c'est fait pour, avantager que deux trois personnes, on est d'accord que vous et moi, ça fonctionne pas, quoi. Ça coule de source. Et donc c'est là où il y avait une petite remarque, du fisc qui disait: «OK, par contre, si les ressources du fonds créées par une association soient donc reversées à l'association, mais derrière, il faut bien que la personne qui reçoit l'argent, elle, satisfait toutes les conditions nécessaires pour, en fait, recevoir un soutien du fonds de dotation». Donc le fonds, il peut bien sûr aller vers que quelques personnes, mais il faut que les quelques personnes, elles aient bien vérifié qu'elles sont bien éligibles et reconnues pour un intérêt général. Donc c'est pour ça que des associations, je vais être plus clair, peut-être j'ai pas été très clair, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à me dire? Vous prenez une association pour, m'en voulez pas, c'est ce qui me vient, le hockey sur gazon, j'espère que je vais froisser personne. Je pense pas qu'on soit sur le niveau des licenciés du foot, donc ça peut être vu comme étant un cercle beaucoup plus restreint, mais tant qu'on montre que c'est pour un intérêt qui est collectif, même si ça c'est le périmètre défini, ça fonctionne. C'est ce que j'essayais de dire peut-être, mais je suis peut-être plus clair en le disant comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Ça me paraît clair. Je sais pas si après les autres, vous avez des questions. N'hésitez pas. C'est bon. C'est bon? Super. OK, là, on arrive dans le dur. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, merci, c'est ce que j'allais dire. Je vais essayer de rendre ça vivant, mais c'est toujours compliqué, hein. Hem, Tu m'as posé la question, effectivement, on a créé la société, ça reste une société à part entière sans le volet commercial. Donc il y a des formalités, tu as raison. J'ai vraiment simplifié, hein, parce qu'après il décrivait les CERFA, ce qu'il fallait faire, voilà, Ouais. hein, on est d'accord, vous allez pouvoir retrouver tout ça, mais c'est pas nous qui allons le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, comme une société, je vais aller vraiment, on va essayer aller à l'idée générale, on rend des comptes. Un rapport d'activité, bilan fiscal, l'IAS, on montre tout ce qu'on a fait, on montre patte blanche. Donc vraiment, il y a un comptable qui est derrière, qui va avoir un rapport d'activité et les comptes annuels de manière beaucoup plus large, avec un CAC qui vient, du coup, authentifier la véracité des comptes. C'est comme une société, en fait, hein, à l'arrivée. Et Et donc, un point qui est important, beh, comme en société, si vous ne déposez pas les comptes, au bout d'un moment, on vient vous taper sur les doigts en disant: «Il faut déposer les comptes, montre-nous ce que tu as fait». Beh, c'est un petit peu la même chose avec le FDD ou à défaut de transmission dans des délais, donc les délais, vous les avez, j'ai dû vous les mettre, je pense, où, ce qui se passe, si dans les 2 mois, vous n'avez pas déposé les comptes, il y a une mise en demeure, du coup, vous respectez pas, la règle. Tant que vous n'avez pas déposé les comptes, l'activité du fonds, elle est arrêtée jusqu'à que vous transmettiez les comptes. C'est très confiscatoire, hein, et si dans les 6 mois, vous l'avez toujours pas fait, dissolution. C'est plus confiscatoire, c'est punitif. Donc vraiment, c'est là où je pense qu'ils font preuve d'une, grosse supervision et contrôle, parce qu'il faut pas s'éloigner de l'intérêt général, et quand on rend pas des comptes, on peut voir ça comme un détournement de fonds, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un surcontrôle. Je trouve ça absolument, cohérent. Et notre petit côté gestion fiscale, l'avantage qu'on a à faire tout ça pour, en fait, donner envie, hein, de faire du mécénat aux entreprises, de faire de l'incitation fiscale, beh, le fonds de dotation déjà, eux, sont exonérés d'IS, 1er point. Alors on verra si ça va changer, mais pour le moment, je vous l'ai mis entre parenthèses pour être plus clair, ils sont pas soumis à la CFE, à la CVAE, du coup. Donc enfin, la traduction que je vais faire, c'est qu'on va éviter au maximum, pardon, les frais, structurels, que ça soit impôts, opérationnels, et cetera. On va vraiment éviter les charges. Dès lors qu'il n'y a pas une activité lucrative, j'insiste bien. Après on le verra, je ne sais pas si je vous l'ai mis, il va y avoir un petit point, mais je l'ai mis sur la slide d'avant, pour pas payer l'IS, et cetera, il faut quand même faire attention. Si je vous l'ai mis, pardon, au milieu, c'est en gros, mais je le vois pas. Heu, En cas d'activité lucrative non dissociable et ou prépondérante, par contre, on est soumis à l'IS, donc il faut quand même bien faire gaffe à ça.
Un peu comme la SCI, si vous faites du meublé, à un moment donné, vous passez à l'IS si vous respectez pas les 10 de seuil de tolérance. Et donc le fonds opérateur, celui qui fait lui-même l'émission derrière, en fait, le fonds opérateur, je le vois un peu comme un fonds qui a lui-même une association, hein, intégrée à l'intérieur. Il a une exonération, en fait, aussi par rapport à la fiscalité en fonction de son chiffre d'affaires. Donc comme le guide que j'ai date de 2024, je vous ai mis les chiffres de 2024. Pour les activités accessoires, à but lucratif. Donc c'est là où c'est intéressant quand même que quand il fait aussi office d'association lui-même, il va pas déclencher l'IS de droit commun, puisque le but de tout ça, c'est combler les trous et amener un petit peu de cash pour l'intérêt général. Un autre point, je l'ai mis en remarque, qu'est-ce qui est considéré aussi comme lucratif? C'est les activités de gestion et de capitalisation par les fonds de dotation. Le fait de placer l'argent pour amener des intérêts. Les dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des sociétés commerciales. Ça compte, c'est lucratif. Donc tout ça pour dire en fait qu'à un moment donné, c'est le comptable et l'avocat spécialisé qui va quand même un petit peu driver et superviser le tout, à un moment donné. Parce qu'on arrive quand même sur un degré de technicité où un peu comme un dirigeant de société, à un moment donné, il confie ces tâches-là aux experts. Lui, il est focus sur le côté opérationnel, la tête dans le guidon. Je vois ça un petit peu de la même manière par analogie. Revenus patrimoniaux. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, je vous l'ai mis, c'est que seuls, en gros, les fonds de dotation de capitalisation, donc c'était ça simplement le fait de placer l'argent, hein, pour avoir les fruits, dont les statuts ne prévoient pas la possibilité du coup de consommer la dotation, puisqu'on ne peut avoir que les fruits, sont exonérés d'IS au titre des revenus patrimoniaux. Heureusement, parce qu'en clair, en français, vous dites, «J'ai reçu un bien immo», je le bloque dans la dotation pour le préserver, parce que c'est un château, un domaine, un bien d'exception. Je ne vis que sur les intérêts qu'il génère quand je fais des portes ouvertes, des choses comme ça, par exemple. Mais au moins que ces revenus-là que je touche, je ne paye pas l'IS. Parce que déjà que je ne vis que sur les intérêts pour faire vivre derrière des associations, si une partie est consommée par la fiscalité, ça vient amoindrir ma capacité de levier derrière. Et donc, le fonds de dotation ayant inscrit dans les statuts la consomptibilité, à contrario, ben là, par contre, les revenus de patrimoine sont taxés à l'IS au taux réduit. Et on verra après, je vous l'ai mis en dessous. Donc là, vraiment, il faut se tourner vers le spécialiste, avocat à la même fiscalité de fonds de dotation. J'ai absolument pas les réponses si jamais. Selon la catégorie de revenus, mobilier, foncier, agricole, forestier, vous avez des taux de taxation qui sont différents. Et vous les avez, c'est pas 10, 15, 24%. Et où il y a toujours une exception, c'est adorable, même être exonéré en fonction de la nature des titres et de la manière dont les placements sont réalisés. Donc à voir, si par exemple vous investissez en forestier, je pense si c'est des GFA ou en IRPME ESUS, je pense qu'il y a des petites subtilités. Là où il faut faire gaffe. Heu, Taxe sur les salaires, bah, si du coup on est sur des FDD opérateurs, beh, forcément on a des charges, puisqu'on a internalisé ce service-là. Et ce qui peut pardon, se passer, c'est que si jamais pour ceux qui le découvrent peut-être, taxe sur les salaires, bah, c'est encore un impôt qui a été mis en France si le siège est en France et que l'activité globale n'est pas soumise à la TVA. Donc ils viennent un petit peu rattraper le manque de TVA. Je vous l'ai mis, que vous l'ayez si jamais. Comment on calcule une taxe sur les salaires? C'est un barème qui est progressif en 2 temps et je vous l'ai mis surtout en remarque, la taxe elle est pas due quand le montant n'excède pas 1 200 €, d'accord? Mais surtout, les fonds de dotation ne sont pas éligibles à l'abattement qui est prévu pour les associations et les FRUP. Où les FRUP, en fait, ils ont un montant où ils sont pas taxés jusqu'à 23 616 €. En fait, ce que je comprends, c'est que, comment dire? On va toujours privilégier le projet, l'intention collective. Ou à un moment donné, peut-être que le projet est tellement conséquent et colossal qu'il faut une FRUP. Donc à un moment donné, il faut internaliser et avoir peut-être des services internes. Donc oui, ça va déclencher par incidence une taxe sur les salaires, mais il ne faut pas qu'on s'écarte du besoin primaire qui était le besoin collectif. Donc il y a des seuils beaucoup plus hauts d'exonération pour essayer au maximum de laisser l'argent dans la FRUP ou que l'argent soit vraiment utile collectivement et pas taxé. Si je vous parais clair ça reste mon analyse, hein. Il faut vraiment que vous appréciez la chose et que vous fassiez la vôtre. C'est ce que tu disais, c'est de mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire, en fait, si C'est ça. tu commences à recruter pas mal, etc., et que du coup, ta mission d'intérêt général prend de l'ampleur, en fait, tu as plutôt intérêt de basculer sous
statut FRUP qui te permet Ouais. qui est plus, tu un peu mieux protégé fiscalement, quoi. Exactement. En fait, je pense vraiment quand ça prend, tu as une inertie telle qu'à un moment, il faut rediriger et grossir comme une société en EI, hein. Et enfin, si je fais le parallèle, si en EI, à un moment donné, vous faites plus, si c'est bon, prestation de service et que vous me faites plus de 120 90 ou 120 000 € de CA et que vous prévoyez de faire plus, peut-être qu'à un moment, on va peut-être apporter l'EI à une société. Après, il y a des mécanismes d'exonération, et cetera. Mais c'est là où je dis à un moment, quand il y a une inertie telle ou surtout un besoin de grossir, on réadapte. Pour moi, l'EI, c'est quand on veut généralement, quand je dis rester petit, attention, sur des seuils de chiffre d'affaires. Mais du coup, en fait, je vois la même chose transposée pour le FDD, quoi. Pour moi, un FDD, le sentiment que j'ai, que c'est fait pour des projets bien déterminés ou déterminables, d'une taille modeste. Et quand ça devient vraiment une grosse machine, on part sur des FRUP derrière. C'est vraiment ce que ça m'a fait, enfin, c'est ce que j'en ai compris à la sortie. Côté fiscal, il y a quand même un petit peu du bon. Réduction d'impôts mécénat. Donc, il faut s'en rappeler, quand on avait nos 3 conditions au sens fiscal, on a l'avantage fiscal du mécénat. Pour les particuliers, c'est une réduction d'impôt de 66 jusqu'à 20 du revenu imposable et voire même peut-être 75 dans la limite de 1 000 €. En fait, c'est les fameux dons dans les œuvres, si on fait le parallèle avec la déclaration d'impôt. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une réduction d'impôt. Vous le savez peut-être, m'en voulez pas, je le dis par principe. Les réductions d'impôt, quand c'est supérieur à l'impôt, c'est perdu, à part exception. Et donc là, c'est bien parce que s'il y a un trop versé, c'est reportable sur 5 ans. Et si jamais vous faites des Girardins, de l'investissement capitalière PME ESUS, c'est reportable pendant 5 ans, s'il y a jamais il y a eu trop de réduction d'impôt. Et pour les entreprises, 60 de réduction jusqu'à 2 000 000, on n'est quand même pas sur les mêmes volumes. Et après, c'est dégressif puisqu'on n'est plus qu'à 40 sur ce qui dépasse. Et il y a un double plafonnement, par contre, pour les sociétés. Pour le montant que je verse, faut faire attention que la réduction, elle peut pas dépasser 0,5 du chiffre d'affaires hors taxe ou 20 000 €. Donc sur des très, très grosses structures, en fait, ils sont plafonnés, ils sont limités à 20 000 € ou 0,5 du chiffre d'affaires hors taxe. C'est l'un ou l'autre. Mais en fait, sur des grosses structures, pardon, j'ai dit à l'envers. Sur des très grosses structures, on va aller chercher le 0,5 pour avoir quand même un certain effet de levier fiscal. Mais sur des sociétés beaucoup plus modestes, voire TPE, on va aller chercher le 20 000 €. Parce que si je prends le 0,5 du CA, on n'est absolument pas à 20 000 €. Parce que là, j'ai pas fait le calcul, mais 0,5 du chiffre d'affaires sur 20 000, si je me trompe pas, on doit être sur du 1 000 000 ou peut-être même un petit peu plus, je vais vous dire. Hop, autant pour moi, on est sur 4 000 000. J'ai pris dans le mauvais sens. Mais voilà, si en gros on est en dessous de 4 millions de CA, autant prendre les 20 000 €, par exemple. Un autre point qui est important, outre l'avantage fiscal, les fonds de dotation donc peuvent, alors c'est là où c'est toujours assez marrant, hein, on n'est pas censé avoir de relations privilégiées, si vous vous rappelez, avec les entreprises. C'est là où ça m'a fait un peu sourire. Par contre, je peux leur offrir des avantages. Voilà, vous le prenez comme vous voulez. En nature, comme par exemple, il y a eu des exemples, des espaces ou des catalogues d'expositions. Je mets en avant que grâce à ce généreux donateur, qui s'appelle, X, voilà, j'ai pu faire ça, donc on les met un petit peu en lumière. Par contre, il y a plus sérieusement, un plafond où on dit que la contrepartie, elle doit rester manifestement disproportionnée par rapport au don, heureusement. Ou la valeur hors taxe de la contrepartie ne dépasse pas 25 de celle du don. Ils l'ont dit par contre, dans le document, vous le verrez, ils sont, intransigeants sur le 25. Donc il faut vraiment être sûr de comment on calcule cette valeur économique des 25. Donc il faut une règle derrière qui soit, indémontable. Parce que s'il y a un contrôle, du coup, ils rigolent pas trop. Parce que la limite, elle est très subtile entre offrir une contrepartie et relation privilégiée. Généralement, on se structure et on se borde avec des personnes spécialisées derrière. C'est bon pour vous là-dessus? C'est clair. Et enfin, gestion humaine, beh, on peut avoir différents acteurs dans ce fonds. Bon, les salariés, voilà, je vais quand même pas vous apprendre le salarié, mais c'est vraiment ça suit le code du travail, hein. Il y a un contrat de travail derrière. Toutes les incidences qui en découlent. Il peut y avoir des bénévoles. Donc je l'ai mis parce qu'ils reprennent la définition, hein. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui s'engage librement, de manière donc non rémunérée. Donc on n'est pas sur nos 3 administrateurs qui sont payés jusqu'à 3 passes. Et vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de subordination.
Bon, volontaire en service civique, on est plutôt sur des jeunes. C'est la différence avec le bénévole où pour moi, ça sous-entend être majeur, hein, clairement. Ou quand on est jeune, un petit peu, ça remonte même pour certains le stage de troisième quand on découvre la vie du travail. On fait un petit peu son service civique et on voit comment le monde du travail, qu'est-ce qui se passe? Et on sort un petit peu de sa coquille. Et enfin, surtout, c'est là où c'est intéressant, le personnel mis à disposition, c'est peut être enfin, je prends l'exemple, on le fait chez nous, du coup, j'en avais parlé un peu avec Simon, il me dit qu'effectivement, c'était déjà pris en compte. Ou sur notre temps de travail, on fait de l'associatif, peut-être vous aussi, mais du coup, ça rentre dans du mécénat de compétences et donc ça ouvre bien droit à la réduction d'impôts d'une entreprise. C'est intéressant, si jamais. Tu vois, tu calcules entre guillemets le temps passé, tu vois, sur le projet de mécénat et toi, du coup, tu peux déduire ça de. Enfin, vas-y, attends, je veux bien que tu m'expliques le petit Je n'ai mécanisme. alors, je n'ai peut-être pas, ce détail-là de comment, Simon a quantifié le temps qu'on va passer à côté, la valeur économique de ce temps-là, parce qu'il faut une valeur économique, hein, pour avoir Ouais. après un taux de réduction. Donc je n'ai pas cette réponse-là, je ne pourrais pas te la dire, très honnêtement. Après, pose-lui peut-être la question, lui, il pourra te dire. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que si derrière, le temps que tu passes pas au boulot, tu arrives à le quantifier, que tu le passes pour une asso, enfin ou FDD pardon, abus de langage, tu peux avoir une réduction d'IS de 60. OK. Ouais, c'est Donc clair. quelque part, en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que ça coûte plus que 40 à la boîte, parce que l'IS, tu l'auras, hein, à la fin, si tu fais rien. Donc en fait, tu te dis: «Bon, beh, je grignote 60 de ma marge, enfin 40 de ma marge, pardon, excusez-moi, mais du coup, je le mets dans l'intérêt collectif». C'est quand même assez incitatif, je trouve. OK. Et enfin, on va voir notre levée de fonds, les fameux investissements et la transformation. Si pour vous c'est bon, vous m'arrêtez, hein, si jamais il y a des questions. Donc là où ils étaient assez, ils rappelaient un petit peu, ça va faire redondance à ce que j'ai dit au début. Au début, levée de fonds, je pensais qu'ils allaient expliquer un petit peu vers qui on se tourne, comment, et cetera. En fait, ils ont fait simplement un rappel sur la manière de capter les flux. Et en fait, ils disaient que les dons et l'appel à la générosité du public, et là, ça va être un point pour vous. Avant de faire ça et d'ouvrir les vannes, vous devez avoir une autorisation par un don préalable avant d'ouvrir les vannes. Et donc, c'est à la préfecture. Que quand vous avez des assos, des choses comme ça, les vannes, elles sont ouvertes constamment. Une des différences. Donc c'est pour ça en fait que l'impression que j'ai du FDD, c'est j'ai un projet très déterminé, très défini, je mets ma dotation, je le finance. Peut-être qu'il faut une rallonge, je demande la permission, je fais un appel, un petit peu comme des promoteurs ou même du PE, hein, et derrière je vais jusqu'au bout de mon projet. Par contre que quand c'est vraiment une vision très long-termiste, où plusieurs projets s'entremêlent, bah, je me sens un peu limité quand même. Ou enfin, où je sens en tout cas des blocages, juridiques et administratifs, tu vois? Ou dès que je vais ouvrir la vanne, il faut quand même que j'ai l'autorisation préalable. Donc il faut quand même bien anticiper tout ça dans le calendrier parce que si j'oublie de le faire et qu'il faut vite l'argent, j'ai plus le délai de réponse, je l'ai plus. Et ça y est dans le guide, mais je c'est pas du jour au lendemain, quoi, hein. Enfin, on s'en doute, hein, on connaît l'administration française. Et l'autre point, après, il le rappelle, les subventions publiques, c'est pas possible. Donc vraiment, on se tourne que vers du privé. Il peut y avoir de rares cas de dérogation, mais ils ont bien souligné, mis en gras le rare, hein. Donc, vraiment dans certains cas, on peut avoir, mais vraiment, il ne faut pas partir bille en tête qu'on va avoir ça. Donc c'est vraiment, tourné vers le privé. Et donc, effectivement, je l'ai mis en remarque, parfait. C'est bien les services donc préfectoraux où on va demander une autorisation annuelle spécifique pour ouvrir les vannes, alors que asso, fondation, du coup, il y a pas. C'est là où c'est un petit peu paradoxal. Si tu veux lever un peu en permanence, tu es obligé d'avoir un travail un peu administratif, de redemander à chaque fois ton autorisation Ouais, d'une année pour l'autre et cetera, de c'est justifier, mais pour, j'imagine que tu peux bien le faire, quoi. l'impression que j'ai, on va le voir après parce que je vous ai mis un petit tableau synthétique parce qu'on n'a pas vu les autres, les fondations abritées et Ouais. cetera. L'impression que j'ai, c'est que le FDD, c'est quand c'est vraiment c'est mon projet, je veux avoir mon étiquette, un petit peu mon image dessus, et après les fonds abrités, les fondations abritées, c'est que tu vas te mettre un petit peu sous l'égide d'un plus gros. Il va un petit peu, faire un petit peu, comme on peut appeler ça, un ambassadeur, je vais dire ça comme ça. Donc en fait, c'est lui qui va gérer le côté réglementaire, administratif, comptable et toi, tu es là pour faire. Aller au bout de ton idée. Et donc je pense que c'est en fonction de ces réponses-là qu'on va dire c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Sur les investissements, donc notre cher fonds de dotation, il peut lancer plusieurs appels à projets, parce que ça reste technique, on peut le faire techniquement,
Mais après, il faut faire les déclarations préalables, les autorisations. Et donc un point, le fait de faire cet appel, ça nécessite quand même la mise en place d'un dossier de candidature pour des structures porteuses de projets. C'est évident, si je veux financer des projets, il faut quand même que j'analyse si le projet tient la route. Je lance pas comme ça l'argent un petit peu au doigt mouillé. On revient sur notre fameuse comitologie, si vous vous en rappelez, où on peut avoir certains comités qui vont faire cette fameuse présélection, en tout cas de solutions derrière. Et donc, ils en reparlent là, où en fonction de la nature de l'activité qui va être soutenue par le FDD, le montant, peut-être les connaissances qu'il faut avoir sur le projet, peut-être là, on va venir structurer avec nos différents comités, que ça soit obligatoire ou facultatif, qu'on ait vu ensemble. Et surtout une attestation d'emploi où vous êtes assez vigilant en disant que le fonds redistributeur, il doit absolument obtenir de l'organisme qui reçoit, surtout le fait qu'il soit éligible au régime du mécénat et justifier le montant et l'affectation du versement. Où va l'argent? Enfin, vraiment, il faut montrer patte blanche, quoi. Toute une traçabilité qui est derrière. Et là, je rentre un petit peu plus dans le détail. Ce que je trouvais ça intéressant, c'est que quand on va financer une œuvre, une mission d'intérêt général ou soutenir, par exemple, une asso, donc on est sur comment je redirige le flux, la politique d'investissement. Ben, il y a 2 options et on y revient. Mais soit on a externalisé la gestion, alors c'est ce qu'ils disent pour eux la politique d'investissement, soit on l'externalise, c'est souvent pour ce qu'ils disaient donc adapté pour des encours inférieurs à 50 millions parce que ça dégage forcément des charges, donc autant externaliser, c'est beaucoup moins coûteux structurellement parlant, ou au contraire on l'internalise pour réduire les frais. Mais tout vient en fait à une question de volume quoi, comme pour une société. Dans tous les cas, le comité d'investissement, il veille au respect de cette politique-là et il supervise les arbitrages. Je vais peut-être le dire en plus clair, en français, en langage CGP, un fonds de gestion, ça coûte de l'argent. Donc à un moment donné, si j'ai pas mal de cash et de volume à placer, je peux l'internaliser. Si par contre je ne l'ai pas, peut-être que je vais externaliser à un fonds de gestion qui me prendra, oui, des frais, mais bien moins cher que si je l'avais internalisé dans mon service. Si je vous parie bien clair. Et donc notre chère politique d'investissement, mais quelque part, je retrouve en fait une logique de profil investisseur, le niveau de risque, les classes d'actifs, les contraintes, les aversions, diversification, etc. Donc en fait, on retrouve exactement l'approche, extrêmement, réglementée du coup, MIF et tout ce qui en découle. Ils ont un peu parlé de critères ESG. Ils sont pas allés plus loin dans la notion, d'impact. Donc après, je ne connais pas, parce que ce n'est pas ma partie sur votre milieu à vous, AFR, mais je me suis dit: «Tiens, est-ce qu'il y a pas un truc à faire?» Ou simplement, ils en parlent pas plus que ça. Ils parlent de critères ESG, donc c'est bien beau, hein, mais voilà, vous savez mieux que moi ce que ça induit derrière. Mais j'ai pas senti vraiment dans le guide une approche et une volonté d'aller au fond et au bout des choses sur le côté impact. Pour le comité d'investissement, pour rappel, si la dotation dépasse 1 million, il faut le comité d'investissement qui devient obligatoire, mais il peut être aussi mis en place volontairement avant le seuil. Et donc, ce fameux organe, pour rappel, il est là pour conseiller sur la gestion financière des placements. Ça vient du conseil, hein, il a absolument aucune autorité, ça c'est le conseil d'administration. Il peut proposer donc des études, analyses, tout chiffre technique à la clé par rapport à leur expertise et suivre la performance et challenger un petit peu les décisions financières. C'est un peu un garde-fou, hein, quelque part. Donc son rôle, c'est simplement d'apporter de la matière, de la réflexion au conseil d'administration et de veiller à ce que tout se passe bien, un peu comme un lanceur d'alerte. Mais pour autant, il n'aura aucune action de son côté pour venir, arrêter une hémorragie s'il y a un problème. Il peut que lancer l'alerte. Et notre chère politique de versement, en fait, il y a une notion où ils veulent, en fait, assurer une gestion transparente et durable des versements, où en fait, ils conseillent d'établir une politique, de décaissement hyper claire et objective, où en gros, ça intègre les objectifs de performance du fonds. C'est là où je trouve ça un peu, on peut dire: «J'espère que le fonds ou ce que je vais en faire, ça va apporter tant», mais c'est au doigt mouillé. Mais bon, ils veulent quand même essayer, je pense, de montrer que toutes les choses ont été quand même suffisamment pensées avec des scénarios pessimistes pour venir vraiment, dire: «On fait les choses quand même avec beaucoup de prudence, d'intelligence pour pas perdre la dotation». Donc performance réelle et inflation, vraiment il faut, montrer qu'on a bien essayé d'anticiper au mieux les choses.
et les attentes des bénéficiaires. On va surtout, je pense, venir à une notion de périodicité. Comme dans vos allocations stratégiques pour vos clients, entre un qui veut capitaliser parce qu'il bosse, il a pas besoin de l'argent, ou celui qui est à la retraite qui veut des solutions qui distribuent, comme les SCPI, je pense que tout ça s'inscrit dans la politique de versement, avec la périodicité de déblocage, et cetera. Donc si j'ai plus ou moins de déblocage, bah, forcément je vais pas aller me mettre sur un je sais même pas si c'est possible, mais je vais pas aller me mettre sur un PE si, 1 an après, j'ai besoin du cash quand même. Enfin, voilà, je pense que c'est ce qu'ils essaient un petit peu de dire. Ça t'impose du coup effectivement d'avoir les idées très claires quand tu lances ton fonds de dotation de qu'est-ce que tu vas venir financer. Parce qu'en fait, Ouais. si tu dis, tu vois, je veux financer sur une thématique, je sais pas, mais en fait, finalement, tu vas financer des assos avec des besoins différents, tu es obligé de l'avoir pris en compte dès le départ, tu vois, sur ta politique d'investissement et sur ta politique de versement. L'impression que j'ai en fait, c'est que je peux voir ça un peu comme un frein où, tu arrives avec toute la volonté et l'envie du monde. Tu peux pas penser à tout, donc quand tu découvres un peu ce monde-là et que tu es un peu néophyte, je trouve ça extrêmement, glissant moi. Où je Ouais, pense en fait au tout début du document, il te disait dans un gros encart: «Le plus dur, c'est l'idée et le bout de l'idée». Sur comment, les moyens et cetera. Enfin, ce qu'on est en train de dire là. Où c'est là où je pense que tu es en fait, indéniablement, tu es obligé de tourner, de te structurer, de te staffer avec les gens qui sont de ce milieu-là et qui vont t'accompagner. Donc c'est pour ça que j'ai vu beaucoup d'associations, fondations françaises, européennes et cetera, où je pense qu'il y a beaucoup de données, beaucoup de personnes qui sont venues apporter ce soutien-là, parce que je vois quand même que c'est pas rien de se lancer dans l'aventure, derrière. OK, c'est clair. Ou par exemple, tu vas prendre un fonds d'entreprise. C'est aussi là le truc, c'est que si c'est, Gaël entreprise Gaël, peut-être tu vas faire un fonds d'entreprise où du cash de ton entreprise va être remonté à ta fondation avec un avantage et ta fondation va faire plus ou moins certaines choses. La fondation, par exemple, ne peut pas avoir de l'appel du public, de l'argent. Fondation d'entreprise. Ça peut être que l'argent de ton entreprise ou toi en direct, tu vois? Donc il y a même cette notion de qui renfloue les caisses, qui fait quoi. Donc ça demande quand même une très bonne préparation, mais surtout à avoir très, très bien identifié ton projet et la manière de le mettre en place. Que Ouais, ça soit c'est clair. flux, gouvernance et cetera. Donc ça demande quand même, un boulot, quoi. C'est l'entreprise indirectement qu'on monte, hein, derrière. Puis là, je pense que c'est quand même très consommateur de cash et de temps surtout, hein, C'est ça. et de Moi, c'est charge mentale, hein. ouais, c'est surtout ça que je vois, c'est Ouais. pas mal de temps, tu vois? Si tu dois, rédiger toutes tes politiques, tu vois? Tu as un vrai travail administratif de gestion qui est pas à négliger, quoi. Mmh mh. C'est pour ça que quand j'ai vu la fondation abritée, je me suis dit: «Ça peut être intéressant». Je pense pour ceux qui ont l'envie, qui sont très, faiseurs, opérationnels et Mmh. qui ont peut-être pas cette bande passante-là ou cette envie d'avoir cette charge mentale-là. Donc ils se mettent sous l'égide de quelqu'un qui va le piloter et eux, ils sont là pour apporter leur contribution. En l'occurrence, tu vois, quelqu'un qui est mécène un peu, tu vois, avec, pas mal de cash et qui a envie de déployer ça de manière un peu intéressante. S'il s'il a du temps dispo, ça peut être intéressant pour lui, ça peut être un outil pour lui pour déployer son cash. Mais il faut qu'il ait Mmh en mh. tête, comme tu disais, le bout de l'idée, quoi. Faut C'est pas ça. qu'il parte, page blanche, quoi. OK. Est-ce que ça devient simplement un donateur, un mécène? Et pourquoi pas, il peut devenir après dans le comité d'honneur, en tant que mécène, avoir un petit rôle dans la fondation. Mais c'est un rôle, honorifique, c'est le cas de le dire. Ouais, Ou par contre, c'est pas le faiseur, c'est pas la tête pensante ou un des éléments pensants. C'est jusqu'où on pousse le degré enfin, à quel point on veut s'immiscer dans la vie dans le projet, quoi. Et OK, donc forcément, top. si on s'immisce, on y met les moyens, personnels et financiers. Et enfin, les investissements à impact, je l'ai remis là, donc du coup, j'ai trouvé, enfin, parce que j'ai clairement pas votre connaissance ni celle de Simon en la matière, mais bon, je l'entends quand même un petit peu parler, donc indirectement, je m'imprègne de ce qu'il dit. Ouais, je les trouve très légers, hein, sur l'impact. Quand j'ai lu le guide, vous le verrez par vous-même, je vais vous l'envoyer. Mais en fait, ils disent que les fonds de dotation, beh, bien que légalement ça se corrèle à l'ESG, ben voilà, enfin l'ESG, on sait ce que c'est, quoi. Donc après, OK, dans le cadre légal, il y a une interdiction absolue de financer les mines antipersonnelles, convention d'Ottawa et exclusion, bon l'article 173, peut-être que vous connaissiez mieux que moi, sur la transition énergétique et des réglementations européennes sur la finance durable. Mais je pense qu'il y a peut-être un truc à jouer, sur ça. Comment peut-être venir apporter une empreinte un peu plus, enfin un impact sérieux et arriver à rediriger les flux, quoi. On sait quand même que les flux financiers, c'est l'essence même qui fait que ça va s'adapter, quoi, derrière. Donc ça peut passer effectivement par le chef d'entreprise qui a beaucoup de cash et de moyens à placer, le particulier et le côté philanthropique. Et en pratique, il disait en fait que le conseil d'administration, il définit les thématiques d'impact, donc je reprends ce qu'ils disent, hein, ne ne sautez pas dessus, ESG.
en alignement du coup avec des missions du fonds. Mais voilà, je pense qu'on peut aller quand même beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que quand on va mettre un comité éthique et stratégique, j'ai même envie de dire, il devrait inventer peut-être un comité à impact dans les comités facultatifs. Donc après voilà, je pense que ça va être compliqué de le rendre obligatoire, mais par contre devenir un peu comme le comité stratégique ou, d'investissement, ou alors peut-être d'améliorer le comité d'investissement et apporter cette dimension durable et impact. Et derrière, ça reste quand même, de la consultation, mais ça vient directement essayer un petit peu d'insuffler et de changer un petit peu les pensées, quoi. Enfin voilà, vous connaissez mieux que moi la thématique. Et notre chère transformation, pour finir là-dessus, vous avez une loi du 31 juillet 2014, qui en fait offre cette possibilité donc de transformer, de s'adapter et de grossir en FRUP sans donner lieu à la dissolution ni la création d'une nouvelle personne. Donc je pense que quand même, quand on a réussi à faire ce travail de fond, d'avoir une certaine, visibilité et reconnaissance, enfin je veux dire de marque, mais dans le sens, identifiable, hein, pas dans le sens commercial, mais au moins on repart pas de zéro avec une nouvelle entité. Et donc cette transformation, elle est décidée par une délibération adoptée par le comité d'administration. Donc on revient à l'organe compétent et donc on se réfère au statut. Et en termes de délai, c'est pas rien, entre 18 et 24 mois. Parce que pour devenir une FRUP, il faut que la préfecture, de mémoire, accorde l'agrégat. C'est pas comme ça, hein, c'est pas un claquement de doigts. Donc il y a quand même, je pense, une lourdeur administrative derrière. Si c'est comme pour devenir bicorp et cetera, j'imagine un petit peu le boulot, ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais, je pense que c'est un peu la même logique. OK. Et ouais, du coup, c'est pour ça, en fait, dans un premier temps, tu peux aussi, tu vois, si tu as une intention et cetera, tu peux commencer dans un premier temps par créer un fonds de notation en ayant en perspective de devenir une FRUP dans un second temps, quoi. Mais du Ouais. coup, OK. Là où je Ouais, dis comme du sang que pardon, hein, des fois je parle de manière très naturelle, quand on sent que la mayonnaise elle prend, ouais, peut-être c'est qu'à un ça. moment donné, on va anticiper les 2 ans pour après, voilà, pas se retrouver dans, «Mince, mais maintenant on a beaucoup de besoins, d'envie, mais on est bloqué par ce délai de 2 ans avant de devenir une FRUP et de réouvrir, des portes». Donc je vois vraiment le blocage et tout le temps que ça prend, la structure que ça demande. Enfin, c'est une entreprise, quoi, hein. C'est là où je me dis: «Comment ils font pour à la fois tenir une entreprise et faire ça?» Enfin, il y a 2 entreprises pour moi là et 2 vitesses. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça s'adresse plus, enfin, je l'ai en tête, moi, plus pour des clients, tu vois, qui ont fait un cash out, qui ont fait un exit et du coup, tu vois, en fait, ils se retrouvent avec du cash, Mmh. éventuellement au départ dans leur ancienne boîte, mais ils sont plus opérationnels, tu vois? Du coup, en fait, ils ont du temps et ils Oui. peuvent, tu vois, se dédier à une mission qui est autre chose et du coup, ils veulent Ah pas mais là, je suis remonter une d'accord avec société toi. commerciale et là Si on a tu plutôt vois, une ça vision qui part. est actionnaire et tu prends un dividende ou pas, voilà, mais oui, je te rejoins totalement. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a quand même un parti pris, quoi, à avoir. Mmh, Où c'est clair. vraiment on dort 4 heures et voilà, et on est insomniaque. OK, intéressant. Et je vous ai mis ce petit tableau-là à la fin qui résume un petit peu, où on Bien. retrouve enfin, ça entrouve du coup des pistes de réflexion sur les autres formes. Donc s'il y a besoin peut-être dans un temps 2 de voir le reste, vous me direz, si enfin vous ou Simon m'en ferez part. Mais du coup, voilà, compte dotation, on retrouve bien nos 15 000 €. Fondation d'entreprise, c'est 150 et voilà, FRUP, c'est bien 1,5 million et fondation abritée, c'est quand même bon, c'est variable visiblement, mais une pratique, c'est 150. Donc je pense aussi en fonction du besoin, des moyens et de la vision qu'on a, c'est ça qui va diriger derrière la forme structurelle. Pour créer la fondation, il y a quand même une déclaration en préfecture, mais on voit que les autres, c'est quand même beaucoup plus lourd parce que la FRUP, c'est un décret en Conseil d'État. Donc en fait, voilà, alors c'est par exemple, c'est le Conseil d'État qui doit autoriser la création de la FRUP. Ah, c'est pas neutre, hein, derrière, hein, en administratif. OK. Gouvernance, on le voit, cette fameuse souplesse, adaptabilité, que derrière, je ne l'ai pas regardé, hein, ça je pourrais pas vous répondre si jamais, mais j'imagine que les FRUP, si je fais un peu une analogie à une société anonyme, je pense que c'est beaucoup plus, bordé, compte tenu des enjeux et des volumes dont on parle. Réduction IFI, on ne l'a pas en FDD, puisqu'on a la réduction d'impôt, mais par contre les autres, on a à la fois la réduction d'impôt et la réduction IFI. C'est un petit bonus. Pas de subvention publique, comme on disait, sauf à exception des cas très, très rares, mais par contre tout le reste, on s'ouvre, en tout cas, le côté public. Mais ça fait sens. Moi, en fait, je vois vraiment ce côté EI pour un fonds de dotation, c'est petit, on découvre, on lance une idée, si ça prend, on vient vraiment augmenter cette gouvernance, les enjeux, les moyens et donc forcément, si derrière on est sur des choses qui sont vachement encadrées, je comprends que là, la subvention publique devient possible et donc cette question de souplesse et de crédibilité. OK. On est au bout de cette formation, accélérée, en tout cas synthétique, hein, je vous enverrai le guide. Est-ce qu'elle vous convient déjà sur ce que vous en attendiez?
Merci beaucoup. Je pense que tu vois, je rebalayais là en parallèle les attentes et puis un peu les questions que j'avais listées, tu vois, auprès des différents Mmh. membres, au préalable. Je pense qu'on a quand même répondu à pas mal. Je rebalaye, je prends une minute, tu vois, pour tout relire, voir s'il Bien n'y a pas sûr. un truc, hem ouais, tu avais une question, tu vois, quand même, tu vois, on y a partiellement répondu, je pense, c'était entre, tu vois, entre monter une asso et monter, tu vois, un FDD. Mmh. Quelle est la différence, tu vois? Quelle est la enfin, quand est-ce que la balance penche plus d'un côté que de l'autre, tu vois? Alors Je l'asso, sais pas si ouais. hem, une asso si tu veux, ça va être plusieurs personnes qui vont avoir un but commun sans forcément mettre du cash. Tu peux être tout simplement être après un adhérent à ton asso, mais qu'en fait le fonds de dotation, c'est vraiment ce côté c'est là où c'est très à cheval entre le côté affectio societatis, comme une entreprise. On est ensemble, mais on met un billet sur la table, on s'y engage. Mais il y a pas la dimension commerciale. C'est en fait, tu es entre les 2 pour moi. Le FDD, c'est entre la société et l'asso. Ça reste du bénévolat. Tu mets quand même un billet pour faire vivre ton projet. Pour moi, la différence, elle est là, entre guillemets. Que l'asso, après, oui, tu peux très bien y mettre de l'argent, mais là, par contre, je pourrais pas te répondre. Je n'ai absolument pas creusé la question de l'asso. Donc, je veux absolument pas être de mauvais conseils tant que je l'ai pas planché. Aussi. C'est ce que je regardais, mais après les je pense qu'on a quand même pas mal coché les cases. Bon, après il y a des trucs plus dans la partie, technique, mise en œuvre et cetera, mais je sais pas si tu bon, on y a déjà quand même partiellement répondu, tu vois? Au fur et à mesure, on a levé un peu, je pense, les gros sujets, en termes de, tu vois, fiscalité, activité et cetera, donc je pense qu'on est pas trop mal. Pas trop Après, mal. enfin, si je le vois comme ça, je pense après ce côté ultra technique, je l'ai pas creusé là et c'est Ouais. sûr que c'est pas en 1 heure et quelques qu'on peut le voir. Et après de toute façon, on va arriver à des limites où moi je n'aurai pas les réponses. Parce qu'après je pense surtout que là, et ils le disent bien en gras souligné, spécialistes des fonds de dotation, avocats et cetera. Comme avocat des affaires, avocat fiscal, enfin à un moment, on est tellement sur des niches là, que derrière, je pense qu'il faut se tourner vraiment pour si vraiment enfin le mot technique, on met ce qu'on veut derrière, hein, pour moi. Mais si on arrive vraiment sur quelle clause je mets, ah non, je pourrais pas répondre. Là, c'est Ouais, ça vraiment marche. l'avocat spécialisé. Ouais, bah, très bien. Non, mais c'est ça, mais ce qui est aussi une réponse en soi, c'est-à-dire qu'en fait, tu pars pas sur un fonds de dotation si tu es pas prêt déjà à mettre un billet pour un avocat, un fiscaliste, et cetera, Ah tu ouais, vois? non. Pour bien Non, non. structurer le truc, quoi, donc Parce que pour moi, te dire: «Oui, des statuts», mais voilà, ça vous parle aussi, pourquoi on fait des statuts, la logique et cetera. Te dire: «Il faut une clause d'inaliénabilité», oui, je vais te le dire, mais après comment tu vas la rédiger et cetera, c'est pas moi qui suis le rédacteur, donc là, c'est l'avocat qui va te dire, hein, si vraiment il faut même des clauses types, quoi, OK. quand on parle de technique. OK, trop bien. Delphine, Maëlle, je sais pas si vous avez des questions en plus? Mmh. Non, moi merci, c'était très bien, très intéressant, très complet, en tout cas pour moi. Ouais, merci beaucoup Claude, en tout cas pour la préparation de ce petit document. Franchement, on a bien couvert quand même tout ça. Hem, ouais, si tu veux, bah, ce que je te propose, tu peux m'envoyer, si tu veux, le document et le lien, si tu veux, OK, pour les partager? Oui, oui, bien Heu sûr, c'est déjà prêt, si tu veux, et je t'envoie si tu veux le support peut-être et le guide. ouais, ouais, exactement, Les et 2 comme ça, moi, versions. après, je fais un mail à tout le monde. Je partagerai du coup le replay, le guide et puis le tous les documents, quoi. Exactement. Si ça te Et va, moi je l'avais sinon, prévu comme si je ça. peux, juste vous rajouter quelque chose, si ça peut vous intéresser, si ça vous avez des clients vraiment qui sont intéressés. Moi, sur ce sujet-là, j'ai rencontré quelqu'un qui a une société qui justement accompagne les CGP qui ont des clients qui seraient intéressés pour, monter un fonds de dotation et cetera. Ça s'appelle La Belle Fille et si vous Mmh. êtes intéressé, je pourrais vous mettre en relation. Bah, Elle écoute, est super, elle est passionnante, la fille qui dirige ce truc et ça peut être intéressant si vous avez des clients. Parce que c'est un partenariat, en fait, il y a une convention de partenariat et elle peut accompagner justement vos clients pour créer les fonds de dotation. OK, Elle a trop tout bien. le Ah ben personnel pro là-dessus et qui sait faire visiblement. OK. Ah ben je suis preneur du contact aussi, si tu l'as Delphine, et comme ça je le Oui, bah, partagerai aussi à tout le ouais. monde. Ouais, OK. Trop bien, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup Claude, pour, tout ça, et puis un bravo pour cette petite présentation, tu vois, complète mais synthétique. Ouais, avec plaisir. C'était un bel exercice. Trop bien. Bon, mais super. Si vous n'avez pas de questions, beh, passez une, très belle journée, peut-être à très bientôt du coup. Ouais, bonne journée à tout le monde. À très Merci vite. beaucoup. Merci, au revoir. Au Ciao. revoir.